Donc, rentrons dans le vif du sujet. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de tokens, on va parler de variables Figma et on va parler de design system et notamment du design system multimarque. Comme je disais, bah, on s'inscrit en fait un peu on profite de framework pour parler design system dans le monde francophone. Et pour être tout à fait honnête, ça faisait quelques mois que je cherchais un peu une excuse pour faire un live stream avec Nicolas et Thierry qui sont avec nous ce soir. Donc Nicolas et Thierry, je les ai rencontrés tous les deux en septembre dernier. C'était un peu dans la foulée, c'était à la rentrée, c'était après la sortie en juin des variables. Et quand on m'a demandé de discuter avec les équipes de groupe PPCE, je me suis dit, bon, gros groupe bancaire, ça va sans doute vouloir parler de variables, ça va sans doute vouloir faire mener une conduite du changement en interne, dérouler des projets digitaux, faire quelque chose de multimarque. Enfin, le genre de discussion qu'on a souvent avec des groupes de cette échelle-là. Et en fait, je me suis trouvée face à un design system qui en était déjà à sa quatrième itération, mine de rien, qui avait entériné une réflexion multimarque depuis 2020, ce qui n'est pas commun. Et puis surtout, en fait, qui avait déjà été 100% tokenisé en amont. Et en fait, on a passé 1 heure à geeker, à juste parler design tokens, tous les trois, quatre, avec David aussi, qui menait le projet, enfin, qui est product owner sur le design system. Et donc voilà. Donc ça fait un petit moment que ce live stream était prêt à être fait en fond. Donc Nicolas, design system designer chez Groupe BPCE, et on a avec nous aussi Thierry, qui nous vient lui de New York. Nicolas nous vient de Lille. Thierry vient de New York et il est design system architect chez BPCE, Groupe BPCE. Et du coup, Nicolas et Thierry, bah, je vais vous laisser prendre la main. On va faire la présentation, puis on va se retrouver de l'autre côté avec tout le monde pour le question-réponse. À vous. Ça marche. Merci Alexia et merci à tous d'être là. Bonjour à tous. Alors, on va pas refaire les présentations, mais du coup, juste un rapide vue des rôles qu'on fait. En fait, moi, je facilite l'utilisation du design system pour les designers et j'assure la cohérence entre les composants et leur documentation. Moi, de mon côté, en tant qu'architecte, j'organise les workflows et je travaille sur des composants de temps en temps. Mais mon travail, en gros, c'est de simplifier les choses et de simplifier les échanges entre les équipes. Bon, on en parlera plus tard, mais on a plusieurs équipes, on est assez nombreux. Alors, donc vous avez beaucoup entendu parler de BPCE. BPCE, c'est juste la contraction de Banque Populaire et Caisse d'Épargne, mais il y a quand même pas mal d'autres marques dans le groupe. On va pas toutes les détailler, mais ça fait partie donc de nos enjeux premiers, donc du multimarque. BPCE, c'est tout simplement le second groupe bancaire de France qui adresse tout type de produits bancaires. Nous, on est dans l'équipe dédiée qui donc s'appelle l'équipe Néo. Donc, il y a Thierry et moi, mais on n'est pas seul dans cette équipe. Il y a d'autres product designers qui sont dédiés à ce design system et à la création des composants. On a aussi David Serrault, donc comme l'a dit Alexia, qui est notre sponsor d'origine, en fait, qui a lancé le projet Neo dans le groupe. On est aussi accompagné avec tout ce qui est rituel agile et tout ça par Rémi Joliet. On a beaucoup de développeurs Angular avec nous. Ce sont eux qui intègrent nos composants au quotidien. Oui, tu as raison, il y a beaucoup de développeurs Angular, mais on a aussi, je pense que là, c'est important de le noter, parce que euh, c'est la team design et il y a, je vois deux développeurs front dedans. C'est un peu une particularité. Moi, ça a été voulu dès le départ dans l'organisation de l'équipe. Euh, On a deux développeurs qui nous accompagnent automatiquement, Julien et David, au quotidien pour la conception et la création de nos composants. On travaille avec eux dès le début pour que nos composants Figma soient au plus proche des composants que l'on va créer ensuite. Alors, Julien et David, ils travaillent dans une équipe, on en parlera tout à l'heure, qui est l'équipe Vanilla. C'est eux qui construisent prototypes et nous éclairent de leur expérience et de leur expertise de développeurs front sur la manière dont sera construit ensuite le composant. En plus de Julien et de David, on a aussi un expert accessibilité qui nous aide à prévoir très tôt en amont et à prendre conscience des contraintes d'accessibilité très tôt en amont dans la conception de nos composants. Voilà, c'était un point assez important à noter parce que c'est assez atypique d'avoir dans une équipe de designers deux développeurs. Ça se fait de plus en plus, mais on a ça depuis le début et voilà. Je pense que beaucoup d'équipes devraient prendre exemple sur ça. Ça nous a beaucoup aidé. Merci Thierry. Et donc, on vous parlera beaucoup de Neo. Donc, Neo, comme ça, c'est clarifié, c'est le nom du design system du groupe BPCE. Et les ambitions de Neo sont être multimarque, multitechnologie et omnicanal.
On va refaire un petit historique du produit Neo donc de ces fameuses itérations. Donc, ça a commencé en effet en 2017 avec un Neo qui s'appelait un peu Neo 0. Donc, c'était tout simplement un ensemble de composants mis sur une planche en PDF pour voir sur quoi le groupe pouvait capitaliser et quels composants avaient de la valeur. En 2018 arrive Neo 1, donc c'est la première version documentée de Neo. À l'origine, le besoin adressé est B2C et pour de l'interface principalement mobile et destinée au client final. L'idée est de rendre avec cette première version l'info dispo le plus facile pour tous dans le groupe. Donc en 2020, comme a été évoqué plus tôt, le Neo 2 devient multimarque et multiplateforme. Ça a été donc un enjeu très rapide pour nous. Et aussi, à l'époque, on passe de Sketch à Figma, pardon, c'est dans l'autre sens. Et c'est aussi l'occasion pour l'équipe et le groupe d'avoir une équipe dédiée sur le design system à partir de cette itération. Nous, on arrive sur la version 3 donc de Neo, donc la quatrième itération qui s'appelle Neo 3. Et nous, nos enjeux, ça a été donc de répondre à l'omnicanal, de passer de besoins B2C à B2B et aussi les dashboards collaborateurs et ce genre de choses, donc avec des tableaux parfois, donc on passe sur des interfaces beaucoup plus complexes. Ce passage à l'omnicanal fait que on passe de 10 designers qui consomment Neo 3 à 60 designers. Et aussi, à cette époque, l'accessibilité n'était plus un peu, on va dire, une option. On devait être AA minimum pour tous les composants Neo 3. Et ce qu'on voulait avant tout, c'est que le design system puisse être consommé par les projets qui avaient déjà les itérations précédentes en production sans que tout casse visuellement. Donc l'idée n'était pas du tout de révolutionner l'esthétique néo, mais l'idée était d'avoir quelque chose qui pouvait être consommé en toute facilité. Alors, quelques chiffres. Comme vient de le dire Nicolas, moi, avec Neo 3, Neo 3 s'étend bien au-delà des applications clients. Donc, on va couvrir les applications clients, mais on va aussi couvrir les applications de nos collaborateurs, donc les outils qu'ils vont utiliser au quotidien. Du coup, ça change aussi le nombre de personnes qui utilisent notre design system. Aujourd'hui, il y a 60 designers qui consomment quotidiennement nos composants Figma et nos tokens. Vous entendrez parler de tokens souvent, mais il y a aussi 800 développeurs qui consomment les composants Angular, donc les composants de notre librairie technique et les tokens qui vont avec, bien entendu. Notre public aussi s'est agrandi, parce qu'on a bien entendu, comme étant un grand groupe bancaire, on a beaucoup de clients, donc on a 35 millions de clients qui utilisent chaque jour nos applications pour consulter leurs comptes, mais on a aussi beaucoup de collaborateurs, il y a plus de 100 000 collaborateurs qui travaillent dans le groupe, et donc qui auront des interfaces qui seront construites sur Neo 3 progressivement. On est en train de migrer toutes les applications internes sur des applications construites sur le design system. Donc, en plus de ces chiffres importants, on a d'autres chiffres comme les 20 marques, nos deux thèmes, Light et Dark, et un nombre important de tokens, plus de 2000. Avec ces chiffres en tête, on a compris dès le début qu'il fallait qu'on ait une démarche très structurée dans l'approche de notre design system et une démarche qu'on a appelée une démarche industrielle. Voilà, ça, on a des implications qui sont fortes. Donc, on a défini notre design system comme étant un design system sémantique et automatisé. On en parlera un peu plus tard, mais je pense que Nico, on peut peut-être expliquer comment tout a commencé. Oui, en fait, donc comme vous l'avez compris, il y a eu des itérations avant l'équipe Neo 3. Et donc, on a capitalisé sur ça, sur la version Neo 1 et Neo 2. On s'est servi des stats Figma pour aller chercher, en fait, sur quoi on pouvait capitaliser, quels usages étaient adressés, quels composants avaient les plus fortes valeurs et aussi, bah, des fois, les instances détachées et autres qui nous permettaient de savoir là où il fallait travailler et faire des décisions de design et se baser donc sur un existant. L'idée n'était pas de tout deviner. Et nous, ce qu'on voulait, c'était donc, comme on le disait, garder l'identité visuelle, ne pas tout révolutionner, parce on pouvait pas se le permettre, tout simplement. Mais on s'est plutôt basé sur écrire un système qui pourrait évoluer dans le temps avec les besoins. Donc tout de suite, on s'est dit, Neo 3 doit pouvoir évoluer avec les outils, les technologies et les plateformes. Ça a été tout de suite on va dire, le mojo de l'équipe et on l'a toujours aujourd'hui. Avec ça, donc, on est allé chercher des premières briques et qui ont identifié des éléments clés.
Et tout ça, en fait, c'est traduit avec des design tokens et plus précisément des semantic design tokens. Et Thierry, Thierry va nous expliquer pourquoi est-ce que c'était important pour nous de travailler là-dessus tout de suite. Merci Nico. Donc on a déjà sorti les mots là depuis le début. Donc on a les design tokens et semantic design tokens. Déjà, première chose, qu'est-ce que c'est que des design tokens? Les design tokens, c'est simplement des choix de design organisés dans des fichiers qui peuvent être à la fois utilisés et édités par des humains, mais aussi par des machines. On est quand même design first. Donc l'objectif, c'est que c'est nos choix de design qui sont stockés dans ces fichiers un petit peu techniques. Et ces fichiers techniques, qui sont des fichiers JSON, sont notre unique source de vérité. On en reparlera un petit peu plus tard. Nos tokens sont organisés par catégorie. Là, on n'a pas réinventé la roue. On sait, on va en parler plusieurs fois aussi. On s'est énormément inspiré des travaux d'Amazon et de Style Dictionary. Dès le départ, on est allé voir ce qui se faisait de ce côté-là. Ils étaient très en avance. On a repris plus ou moins leur système d'organisation. Donc, nos tokens sont organisés par grandes catégories, les couleurs, les typographies, les dimensions, et ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce qu'un sémantique design token? Un sémantique design token, c'est relativement simple. La partie sémantique, c'est comment on nomme nos tokens. On nomme nos tokens en fonction du rôle de l'élément, ce qui est très important. Donc, par exemple, là, Color Primary Text, c'est un design token sémantique parce on ne définit que le rôle. Par contre, Color Purple Text n'est pas un bon token sémantique pour nous parce on commence à parler d'esthétique et c'est pas pas ce que c'est. Pour faire simple, un Semantic Design Token, c'est un nom qui définit ce qu'est l'élément et pas ce à quoi il ressemble. Donc, c'est très important pour plusieurs raisons. Première raison, c'est déjà, avec ce principe-là, on a un principe de nommage. Donc, on a repris là aussi le travail d'Amazon, donc ce qu'ils appellent eux le CTI, Category Type Item, qui est la base de tous les noms de nos design tokens. Donc, la catégorie, c'est les couleurs, le type, c'est primary, et les éléments, du moins les items, éléments, pardon, c'est regular, neutral, et ainsi de suite. Voilà, tout ça il y a des variants et les états, on en parlera également plus tard. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est facile de grossir. On peut très simplement en rajouter, c'est standardisé, ça simplifie la compréhension et ça simplifie l'utilisation. Et on peut en rajouter autant qu'on veut. Ça permet aussi de prévoir le futur. On ne sait pas ce que demain va nous inventer. On ne sait même pas quels sont les terminaux sur lesquels on travaillera après-demain. Donc là, j'ai pris un exemple, j'ai pris le Vision Pro d'Apple, mais ça peut marcher avec n'importe quelle autre nouvelle chose qui pourrait arriver. Avec notre système, on peut très facilement rajouter des domaines et les tokens existants resteront inchangés, eux ils ne bougent pas et on peut en rajouter. Donc on peut très facilement faire grossir le design token, notre univers de design token, notre liste de design token. C'est très important, surtout pour la collaboration et la compréhension. Cette forme de normalisation, elle permet à tout le monde d'avoir un langage commun, simple à comprendre. Ça permet de simplifier les échanges entre les UX et les développeurs. On a 5 équipes qui consomment quotidiennement nos design tokens. Donc, on a l'équipe Vanilla dont j'ai déjà parlé avec Julien, avec qui on travaille au quotidien, qui fait partie aussi de l'équipe design, qui eux conçoivent les tokens, les composants en Vanilla. Vanilla, c'est quoi? C'est ce qui est au plus proche du navigateur. Donc, il crée des composants qui sont agnostiques de toute librairie technologique. Ils sont aujourd'hui en train de travailler sur le Web Component, qui est encore une nouvelle technologie, mais qui est toujours une technologie qui est portée par les navigateurs, donc qui est une technologie universelle. C'est le développement Vanilla. Quand on fait un composant Vanilla, il peut être utilisé par n'importe quel framework, que ce soit Vue, React, même dans un site WordPress. Donc ça, c'est l'équipe Vanilla. Nous avons une équipe Angular, parce que dans le groupe, c'est la technologie de Google Angular qui est notre framework, notre librairie principale. Et quasiment toutes nos applications sont construites sur ce framework, sur cette librairie. On a également 2 librairies natives, donc Android et Apple, qui consomment également nos
design token et qui ont reconstruit, eux, dans chacun de leurs technologies, nos composants. Et en dernier, mais quasiment nos plus gros consommateurs, nos clients les plus importants aujourd'hui, au quotidien, c'est les autres designers des autres équipes qui, eux, consomment les composants Figma et nos variables, nos design tokens dans Figma. Voilà, donc voilà l'organisation et toutes ces équipes partagent donc un nom commun, parlent de la même chose, alors avec des spécificités de code dans chacune, mais le principe est conservé. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et pas trop technique. Nico, je te rends la main pour que tu nous expliques comment tout a commencé. Yes, donc on arrive avec tous ces besoins, c'est l'omnicanal, les design tokens, les besoins de multimarque, etc. Et donc, nous, en fait, on sort une première version qu'on a appelée la Neo 3 Alpha. Donc, on sort ça en fin d'année 2022. Le but était d'avoir donc cette librairie de composants marque blanche, donc la dernière ligne. Et pour faire tout ça, en fait, on a dû créer 5 fichiers de fondation, 5 fichiers d'assets graphiques et aussi 20 fichiers de marque. Pourquoi 20 fichiers de marque? C'est parce qu'on a décidé de ne pas dépendre d'un plugin ou d'une surcharge qu'on ne maîtrisait pas forcément pour le multimarque. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est simplement basé sur la fonctionnalité Swap Librairie de Figma. Et donc, dans l'idée, chez BPCE, comme dans d'autres groupes qui travaillent en marque blanche, c'est on design en marque neutre, donc en marque Néo. La marque Néo est violette. Et après, si besoin, les projets pour, par exemple, des tests utilisateurs où l'utilisateur a besoin de se projeter dans son produit, si c'est, par exemple, un client en banque populaire, lui montrer une interface violette, c'est tout de suite plus compliqué de se projeter. Et donc, ben, le designer va pouvoir swapper les fichiers, pas les couleurs, avec les fichiers qui lui vont. Pour vous donner une idée, en fait, en décembre 2023, 22, pardon, on a ça, en fait. Le projet de fondation de notre Neo 3 ressemble à ça. Donc, il y a nos fichiers communs et après, donc, les fameuses 20 marques que je ne vais pas détailler, mais voilà, ça fait du monde. Il faut s'assurer que le tout soit cohérent. Surtout, nous, ça a été notre premier travail, ça a été se dire comment est-ce qu'on va assurer la cohérence visuelle de ces 20 marques et surtout de ces couleurs neutres qu'on a décidé de garder communes. En fait, on n'a pas créé, par exemple, un gris par marque. C'est resté dans ce qu'on a appelé les neutrales. Et donc, il fallait que ça fonctionne dans la plupart des cas. Je vais vous montrer un peu comment on est arrivé à ça, en fait, à nos palettes de couleurs qui étaient le plus cohérentes possible. Donc, on va prendre deux interfaces qui sont un peu type chez Banque Populaire Caisse d'Épargne. C'est juste une vue de compte. Bon, en dehors d'être une qui est bleue et une qui est rouge, l'idée, c'est d'aller un peu chercher ces éléments qui vont se retrouver dans tous les thèmes, que ce soit en light ou en dark. Là, on a pris l'exemple du plus 100 euros, mais qui pourrait être, par exemple, sur un tout autre label et vouloir dire autre chose. Mais ce qu'on voulait, c'est que l'un ne passe pas au-dessus de l'autre. Si, par exemple, il y a des éléments qui sont en info et qui doivent passer en erreur ou en succès, on voulait pas que l'utilisateur soit un peu, on va dire, agressé et que ça se marche dessus en termes de changement de statut. Et aussi, surtout quand ils sont juxtaposés les uns à côté des autres, ça peut arriver dans des interfaces un peu complexes. Et donc, en fait, pour la démo, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé on a fait nos choix de couleurs avec des calques de saturation qu'on a mis par au-dessus pour un peu se guider dans le choix. Là, c'est le résultat final, donc ça doit pas parler grandement. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur Colorbox. Encore une fois, dans l'idée de pas réinventer des choses, on s'est basé sur ce qui fonctionnait. On a, on a demandé à Colorbox, en fait, de générer des palettes avec quand même des courbes personnalisées. Mais dans l'idée, ce qu'on voulait arriver à faire, c'était aller chercher à la main, parce que là, ça, on l'a fait à la main, ça n'a pas été automatisé, c'est aller chercher les valeurs qui étaient accessibles, par exemple pour les textes d'erreur, les textes de warning ou de succès. On est donc allé à chaque fois chercher au bon niveau d'accessibilité, mais aussi au bon niveau de contraste pour finalement arriver à nos planches de tokens. Là, c'est une visualisation graphique de la chose, mais normalement, tout ça se fait dans les JSON. Mais on a réussi avec cette sélection un peu donc manuelle, parce qu'on croit à l'automatisation, etc. Mais il y a quand même des choses qu'on préfère faire à la main. On voit qu'on arrive à des palettes qui vont normalement pas se marcher dessus et fonctionner dans la plupart des cas.
Donc ça a été nos premières semaines et premiers mois presque même chez BPCE. Et donc, on arrive avec tout ça, on arrive à consommer Neo 3 avec des interfaces qui avaient déjà d'autres versions du design system de dispo. Et, pardon, hop, arrive juin 2023. Et je pense que vous avez bien compris qu'on n'allait pas parler de météo, mais on va plutôt parler de config et du pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, à cette config, on a dit bonjour à une nouvelle fonctionnalité de Figma qui était les variables. Et le contenu de la config nous a beaucoup intéressé. Il y a eu de l'effervescence dans toute l'équipe et pas que dans les équipes, dans la nôtre. Ça a été très, très regardé. Et nous, dans les rituels dans lesquels on allait après, que ce soit un daily ou une review ou autre, il y a on va dire la hype qui était créée. Et on nous a tout de suite demandé c'est dispo quand en fait. Nous, on veut travailler avec les variables, ça a l'air génial. On veut pouvoir travailler en multi-thème, multi-marque. Comment est-ce que vous allez faire avec Neo 3? Et surtout, on avait c'est dispo quand? D'ailleurs, Nico, si je me rappelle bien, du moins d'ailleurs, je me rappelle bien, hein, c'est l'équipe client qui a chez nous commencé à travailler les premiers sur ce sujet. Alors, c'était assez naturel parce que c'est ceux qui ont le plus besoin de la partie multimarque. L'équipe client chez nous, elle fait les interfaces pour consulter les comptes des clients. Principalement, elles font d'autres interfaces, mais c'est la grosse partie. Donc, c'est eux qui ont testé et qui ont prouvé l'astuce qui permettait d'utiliser, on y reviendra plus tard, mais d'utiliser les collections, les modes et les alias pour rattacher un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est sur leur premier test qu'on a construit tout ce que l'on va vous présenter là. Voilà. Donc je tenais à les remercier et Ouais, à les citer sur ce sujet. ouais, Pardon pour merci Thierry. C'est pas de souci. Et en fait, donc, nous, ce qu'on s'est dit très vite, c'est quand moi j'ai regardé la config, je me suis dit, bon, on va voir comment est-ce qu'on va réussir à croiser multimarque et multithème, puisque multithème a été démontré dans la config, mais le multimarque était un peu moins évoqué. Nous, nos enjeux, c'était avant le multithème, on avait besoin du multimarque. Mais on s'est dit, en fait, on a peut-être probablement bien fait de baser nos travaux sur un peu le système de design system et d'aller chercher un peu comment est-ce qu'on allait rendre la chose capable d'évoluer dans le temps et de grossir avec des équipes qui collaborent. Et ça, c'est Thierry qui va vous développer un peu comment est-ce que on a réussi à croiser donc tout ça avec les variables. Bon, bah, je reprends la main, c'est le moment de la démo. Donc voilà. Alors, nos, nos- nos locales variables sont dans un fichier qui est le fichier fondation. Je ne vais pas travailler dans le fichier fondation directement, on crée toujours des branches. Donc j'ai créé une branche pour l'occasion, donc je vais travailler dans la branche et je vais vous montrer comment elles sont organisées. Alors, nous avons donc deux collections. Première collection qui est la collection des thèmes, donc qui a la logique thème light, thème dark. On a nos couleurs dans cette collection, tous nos tokens qui sont rangés les uns en dessous des autres. Alors les premiers, c'est les couleurs additionnelles, ça commence par celle-là, mais ce n'est pas les plus utilisées chez nous. Mais en dessous, vous retrouvez le nommage dont je parlais tout à l'heure. Donc on a une deuxième collection, qui est notre collection des marques. Et donc là, on retrouve en mode les différents modes. Donc tout à l'heure, on avait le mode light et dark, et là, on a les modes par marque. Donc, elles sont rangées ensemble par marque. Donc, comment on fait la liaison entre les deux? Alors déjà, la première chose, c'est que les couleurs qui sont common, que nous on appelle common, celles qui sont donc partagées par toutes les marques, elles ne sont définies qu'une seule fois dans le light et dans le dark, et elles sont ici accessibles. Donc là, vous avez les borders, les erreurs, les neutrals, donc les couleurs neutres, et ensuite, on peut trouver les différentes variables. Donc, ces variables, en fonction de leur type, elles ont des réglages différents en fonction de ce qu'on appelle le color scoping. On en reparlera un petit peu plus tard également, voilà, spécifiquement. Par contre, dès qu'on va s'intéresser à nos couleurs de marque, donc qui commencent par
Les premières couleurs de marque, c'est Primary, donc la couleur principale. Donc le bleu pour Banque Populaire, le rouge pour Caisse d'Épargne et bien d'autres couleurs. Donc là, on va les retrouver, mais là, cette fois-ci, au lieu de retrouver la couleur de marque directement, on va retrouver un alias, c'est-à-dire un lien vers, là en l'occurrence, une autre collection. Les alias peuvent pointer vers n'importe quoi, mais là en l'occurrence, les alias pointent vers l'autre collection, la collection des marques. Euh, et là, du coup, elle va adresser les variables qui sont ici. Ce qui fait que quand on va changer de thème ici, et quand on va changer de marque, automatiquement, le système des local variables de Figma va aller chercher la bonne couleur de marque pour le bon token. Et donc, on va permettre de changer d'éléments les uns avec les autres. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche un peu plus concrètement de l'autre côté. Voilà. Ici, voilà sur quoi on travaille. Généralement, on travaille en marque violette et en thème light. Donc, ça, c'est un écran classique. Mais donc ici, on a accès aux deux thèmes. Mais vu qu'on est dans la couleur par défaut des hauts, on n'a pas accès au menu des marques. Il faudrait pour ça on ait seté une couleur spécifiquement. Et là, par contre, celle-là, je l'ai setée avant la réunion. Donc ici, hein, j'ai juste choisi une marque dans les marques. Ici, maintenant, vous avez le menu qui vous permet d'accéder aux différentes marques. Donc, vous pouvez changer, vous pouvez essayer et tester les couleurs de toutes les marques. Ça change des choses très visibles et puis des détails, hein. Toutes les couleurs voilà, sont rattachées. On peut passer d'une couleur à l'autre. Bien entendu, en light et en dark. Marche automatiquement en light et en dark. Et ce, pour nos 20 marques. Voilà pour le fonctionnement des design tokens. Globalement. Deux toutes petites astuces complémentaires. Quand on choisit une couleur dans le menu, par exemple ici, si on veut choisir une couleur, on ne veut pas retrouver les couleurs que j'ai présentées tout à l'heure dans mes collections. On veut bien retrouver celle-là, mais on ne veut pas retrouver celle-là. C'est pour ça qu'elles sont nommées Do Not Use Directly. C'est pour pas qu'on les retrouve dans ce menu. Pour ce faire, nous, je vous l'expliquerai tout à l'heure, c'est fait automatiquement ce genre de choses, mais pour ce faire, pour pas qu'elle apparaisse, il y a deux options. La première, c'est celle que nous on utilise, c'est de ne leur donner aucun scope, c'est-à-dire elles ne peuvent être attribuées à rien. Donc du coup, elles n'apparaissent pas dans le menu quand vous utilisez. Sinon, il y a le Hide for Publishing. Nous, on n'utilise pas le Hide for Publishing, mais c'est pour une question technique que je vous dévoilerai plus tard. Voilà le fonctionnement de ces éléments-là. On est en train de travailler aussi sur un principe de dépréciation. Donc, on va indiquer dans la description la dépréciation et on va également travailler sur le code syntaxe. Donc, ici, on sera en capacité pour chacun de nos tokens de préciser le nom dans la bonne technologie pour que vous puissiez retrouver ces informations quand vous inspectez les documents. Voilà comment ça marche. Et je vais Oui. euh, rendre la Et du main coup, sur. oui, celle-là, donc on a le fondement de comment ça fonctionne, etc. Mais il y a le sujet de comment est-ce qu'on va automatiser un peu tout ça et réussir à changer nos tokens rapidement. Parce que des fois, on peut changer d'avis sur une valeur, on peut changer aussi d'avis sur une catégorie, un nommage. Au début, par exemple, on avait commencé à appeler nos tokens grès. On s'est bien vite rendu compte que c'était pas très sémantique, donc on les a appelés neutrales. Ça, moi, je ne me voyais pas vraiment le faire dans un tableau ligne par ligne, on va dire, quand vous voyez l'exhaustivité de la chose. Donc, maintenant, reste le sujet de l'automatisation. Bon, bah, j'ai changé l'écran, donc j'ai fait un petit spoil. Nico, excuse-moi, mais donc j'avais marqué Automated Workflow, donc je pense que là, du coup, on a un peu dévoilé tout ce dont on va parler. Mais je vais commencer par expliquer ce qu'on avait comme workflow au début. Parce que dès le début, on avait des workflows automatisés, donc ça va dans la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les design tokens et notre source de vérité. Comment c'était notre workflow initial, celui qu'on avait avant l'arrivée des variables.
du moins, avant récemment. La première étape, là où il y a le gris bleu, c'est l'étape où on réfléchit, où on fait notre métier de designer, c'est où on prend nos décisions de design. Une fois qu'on a pris nos décisions de design, manuellement, on va noter ça de façon sûre et pérenne dans notre source de vérité, notre unique source de vérité, que sont nos fichiers JSON. C'est pratique parce qu'on peut les versionner dans nos infrastructures techniques, donc dans nos repositories Git, dans des solutions de développeurs. Donc ça peut être versionné, sécurisé, dupliqué, utilisé par plusieurs personnes en même temps. Voilà. C'est notre source de vérité. Ils sont archivés. Ensuite, on a un script Nodes. Donc Nodes, c'est du JavaScript qui est basé sur Style Dictionary, qui va automatiquement prendre ces tokens, ces fichiers JSON, et créer dynamiquement des fichiers destinés à la documentation au site web, des variables CSS pour les équipes qui développent les applications web, et puis ensuite d'autres formats, des XA7 notamment, pour iOS. Et le tout stocké dans notre repository Git. Ça, c'est ce que l'on a aujourd'hui. Mais avec l'arrivée des locales variables, on s'est dit qu'il va falloir qu'on rajoute une autre destination à tout ça et qu'on a appelé simplifier la complexité. Donc, on s'est dit qu'on allait pouvoir faire du Figma to Figma. On a fait la création, on a toujours notre système, mais on a rajouté une étape. Enfin, dans la construction, on va générer automatiquement ce qu'on appelle des fichiers à destination de Figma. Et on va utiliser la Figma Plugin API pour automatiser notre workflow. Pourquoi on a pris la Plugin API au lieu de prendre la REST API, parce qu'il y a deux API chez Figma, une Plugin API et la REST API. On a choisi la Plugin API parce qu'on voulait rester, alors d'abord, avoir maximum de contrôle et surtout le contrôle sur les versions. Avec la Plugin API, on peut faire ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre une branche, créer une branche, travailler sur cette branche et ensuite envoyer cette branche pour être passé en review et ensuite être publié. Donc, on voulait garder ça et avec le plugin, on gardait cette possibilité. On ne changeait pas notre workflow. C'était le workflow qu'on avait déjà. Donc, on a pris ce choix. Deuxième raison, c'est que merci à Microsoft, qui, je pense, avait à peu près cherché des choses dans la même direction que nous, nous a mis à disposition, avec un peu d'avance, a mis à disposition sur GitHub un plugin open source qui correspondait à 80% de nos 85, 6, 7% de nos besoins. Donc, plugin qu'on a pu récupérer, qu'on a pu modifier et qu'on a pu adapter juste à nos besoins spécifiques, qu'on a republié d'ailleurs que j'ai republié sur mon GitHub parce que c'est open source. Donc, on prend autant qu'on donne, ou on donne autant qu'on prend. C'est le principe de l'open source. Donc, voilà pourquoi on est parti sur ça. Pour quelle deuxième raison on est parti sur ça. Alors, ensuite, comment ça marche? En gros, il n'y a pas eu grand-chose, on n'a pas eu grand-chose à changer. On avait principalement nos formats, nos tokens qui étaient au format JSON. Alors, on est au plus proche de la norme qui a été définie par le W3C Community Group sur les design tokens, qui est à peu près du moins, ce qui est en train de prendre un peu la norme aujourd'hui dans le format des design tokens. C'est ce qui est utilisé par Figma, c'est ce qui est utilisé par beaucoup d'autres sociétés qui travaillent sur les design systems. Donc on a suivi cette norme et on a créé dynamiquement, on génère un fichier supplémentaire qui est fichier manifeste. Ce fichier manifeste, c'est un JSON très simple qui ne fait qu'une seule chose, dire à Figma dans quelle collection et dans quel mode il doit mettre tel ou tel token et telle ou telle valeur. Il lui dit aussi lesquels sont des alias et quel alias il doit mettre dans telle ou telle variable. Il ne fait que ça. Voilà, il est créé automatiquement à partir de nos fichiers JSON de départ et il me permet de générer les choses. Donc l'idée, c'est de passer maintenant, le plus simple, c'est peut-être encore de vous faire une démo. Donc deuxième moment périlleux, la démo. Je retourne dans mon fichier, le fichier qu'on avait tout à l'heure, et je vais faire une démonstration de comment on importe les éléments. Donc, le plugin de Microsoft s'appelle Variable Import. On va utiliser la version de développement en local sur ma machine, parce que je pense qu'elle n'est pas. Je n'ai peut-être pas poussé la toute dernière version, mais je le ferai. Et là, on va lui demander d'aller choisir le fichier Figma. Alors,
il prend un dossier en entrée, Choose a Folder. Dans ce dossier, je vous l'ai ouvert pour que vous puissiez voir. Dans ce dossier, on a 45 fichiers, chacun pour chaque marque. Et en plus, on a notre fichier manifeste ici, et puis deux fichiers un peu techniques ici. Voilà. Donc, je vais les uploader, c'est les 45. Il a récupéré et il a mis à jour 4372 variables. Alors 4372, tout à l'heure, on vous disait 2000, c'est parce qu'il y a les alias, donc ça double tout, ça multiplie tout. Donc on n'a pas 4372 variables, mais bien 2000, 2000 et quelques. Donc voilà, là, il a mis les fichiers à jour. Donc en production, qu'est-ce que j'ai à faire habituellement? Bah, habituellement, je vais aller tester. Donc on va aller vérifier l'accessibilité et vérifier que ce qu'on espérait qu'il soit importé s'importe bien. Donc là, par exemple, j'ai toutes nos couleurs surface avec le bouton. Et on a travaillé, ce que j'ai mis à jour, c'était des éléments du bouton. Donc je vais vérifier que ça fonctionne bien. Pour ce faire, on utilise deux plugins qu'on aime bien. Alors, moi, j'aime beaucoup Zebra parce que Zebra, il nous permet de tester ce que, ce qu'on appelle le APCA, qui est la nouvelle norme, entre guillemets, d'accessibilité, qui est un petit peu plus subtile que la version WCAG2, qui est celle d'accessibilité aujourd'hui, qui est la norme, et ça permet de comparer les deux. Donc voilà, j'aime bien ce plugin, et puis il est assez simple à utiliser. Au début, il est un peu bizarre, mais au final, il est assez simple à utiliser. Sinon, on utilise Contrast, qui lui est très bien, très clair, et il nous dit si on passe ou pas les accessibilités. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai vérifié à peu près on s'était pas trop trompé, bah, ce que je suis expliqué tout à l'heure pour le versionning, je vais envoyer tout ça en review à Nicolas. Donc, je vais demander à Figma de me préparer la review. Il va regarder ce qui a changé et il va me lister ce qui a changé. Et je vais pouvoir ensuite envoyer à Nicolas les modifications. Donc, on peut regarder, par exemple, on va regarder les thèmes et on va voir ce qui a changé dans les thèmes. Ici, quand on descend, on va s'apercevoir que de temps en temps, alors, il n'y a pas dans les couleurs de début, on en retrouve, voilà, un petit indicateur de jaune, c'est que la valeur a changé. Et puis, on va retrouver à d'autres endroits, voilà, des fois l'indication, c'est parce que on dit ce qu'il y avait avant. Et puis, tout en bas, on va retrouver celle qu'on a ajoutée, parce qu'elle s'ajoute à la fin. Donc, voilà, vous allez retrouver toutes celles qu'on a rajoutées. Donc avec ça, je vais le faire là parce qu'on ne va pas publier ce soir, en tout cas pas en live, trop dangereux. Normalement, j'appuie sur le bouton, je dis à Nicolas de regarder et Nicolas reprend la suite pour pouvoir faire la diffusion des tokens. Voilà comment le système marche et comment c'est automatisé. Alors, la dernière chose, c'est que donc du coup, tout à l'heure, je vous ai un peu dévoilé, mais là, je peux vous en parler un peu plus. Deux dernières choses. Ici, le plugin, il fait deux choses en plus. Il est capable non seulement de les régler, mais il va mettre les scopes automatiquement. Donc, enlever tous les scopes ici. C'est pour ça qu'on ne fait pas avec le Hide for Publishing, parce que le plugin gère les scopes, il ne gère pas encore le Hide Publishing. On le fera probablement plus tard, mais pour l'instant, il gère les scopes et pas le Hide Publishing. Donc, et il gère aussi le code syntaxe, mais c'est les premières expériences. Et donc, du coup, ici, c'était automatiquement en fonction de la nature, en fonction du type de, de local variable et donc de token pour nous, c'était automatiquement les éléments. Donc ici, c'est un shape. Donc vu que c'est un shape, on a autorisé les frames et les strokes, mais parce que des fois, on n'est pas très strict sur ces éléments-là. Mais si je regarde par exemple un border, c'est pareil, on n'est pas très strict au niveau du shape, parce que de temps en temps, on fait des borders avec des carrés de 1 pixel. Voilà. Mais on essaye de ne pas trop faire ça, mais voilà, vu qu'on a des choses historiques. Et donc, en faisant ça, dans le menu de gauche, cette couleur n'apparaîtra que si vous êtes sur un stroke ou sur un shape, il n'apparaîtra pas sur un texte. Voilà pour cette démo. Nicolas, je vais peut-être Oui, te repasser la main. yes, merci. Je vais rester sur la même branche comme Thierry l'a dit, là, c'est un peu trop risqué, on va dire, de risquer et aussi c'est complètement hors workflow de merger les branches comme ça. Tu veux pas te Donc, on lancer? va, non, pas là Non. maintenant. Bon, ok. Et dans l'idée, donc, normalement, si j'étais dans un contexte de consommation des composants, j'aurais une mise à jour de ma librairie.
plus en toaster d'ailleurs maintenant, mais avec en haut à droite sur la review des librairies. Mais là, on va faire comme si j'arrivais sur cette mise à jour. Et dans l'idée, moi, ce que je veux, en fait, c'est là, vu que je sais ce que Thierry a mis en production normalement, là, je vais les chercher directement. Donc, je vais aller taper. Moi, ce que j'ai envie, là, c'est d'avoir, comme vous pouvez le voir, et sur les autres aussi, on part d'un thème d'arc qui a été automatisé, mais qui manque de contraste aujourd'hui. Ça, on n'invente rien, c'est vraiment ce qui est en production aujourd'hui et qui doit être revu. C'est dans notre backlog et dans notre Jira actuel. Donc là, on voit bien que mon validé n'a pas les règles qu'il faut. Et donc, ce que j'ai envie d'avoir, moi, c'est que en thème d'arc, les couleurs primaires ne s'inversent pas. Pour ça, nous, on a décidé, avec l'équipe, on s'est dit qu'on allait appeler ça les tokens qui s'appelaient les Unchange tokens. Donc là, comme vous voyez, je tape juste Unchange et je peux avoir le token qui apparaît. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert, en fait, la migration des variables pour tous nos composants, on l'a faite à la main. C'était pas un choix qu'on a subi, c'est un choix qu'on a assumé. En fait, on avait aussi d'autres éléments à migrer en même temps. On avait fait parfois des petites erreurs de hover et de focus qu'on avait un peu. On avait fait un amalgame avec les deux, mais on s'est bien rendu compte qu'on avait fait une petite erreur. Donc, on a revu des choses en même temps que cette migration. Et je sais plus qui l'a trouvé dans l'équipe, mais on s'est dit en fait que ça marchait en fait le moteur de recherche Figma n'a pas besoin qu'on tape primary shape unchanged en entier. Il lui suffit juste d'avoir les trois lettres et d'ailleurs il peut aussi en astuce le faire dans un sens complètement différent et ça va fonctionner quand même. Donc je vais aller chercher les bonnes valeurs comme si j'avais ma mise à jour et le dernier le texte qui a aussi sa valeur unchanged mais là pour le coup donc je vais être en inverted pour rester sur du blanc. Et donc là, je vais avoir maintenant mes critères d'accessibilité qui sont respectés. Et aussi, je vais pouvoir, comme l'a montré Thierry tout à l'heure, faire mes tests en direct avec du light et du dark. Et pas uniquement avec une seule marque, mais je vais pouvoir aller le faire avec d'autres marques comme Banque Populaire ou notre marque blanche, là, normalement. Donc, les designers arriveraient sur celle-ci directement. Et Thierry, il y a une marque qui te fait plaisir peut-être. Bah non, mais la Casden, elle change un peu. On est habitué au bleu et au rouge. Ça change du bleu et du rouge. C'est un Voilà. autre bleu, mais. Oui, Et donc voilà, en du fait, canard, on va dire. Je sais pas comment on peut l'appeler. on va réussir à récupérer donc ces mises à jour et à aller faire nos tests en direct, nous, dans des espaces qu'on aura présetés pour le light, le dark et toutes nos marques. Donc, maintenant qu'on a tout ça, va pouvoir donc itérer plus rapidement sur nos versions, nos tokens et nos mises à jour en fonction des critères d'accessibilité qui vont évoluer, des nouveautés, etc. Et donc, la suite, pour nous, ça va être de continuer à simplifier la complexité. J'ai vu passer quelques chats qui disent, bon, ben oui, mais 2000 variables, c'est beaucoup. Et en effet, on a plus de 2000 variables, ça fait beaucoup. Comme l'a dit Thierry, on part d'un existant, on peut pas tout supprimer et décider de déprécier des choses un peu trop facilement et trop rapidement. Donc, il faut qu'on fasse ça en douceur. On va pouvoir donc maintenant, avec des éléments de test plus pratiques, avec les Figma variables, tester nos dark themes, voir ce qui fonctionne et mettre en prod des choses qui sont maintenant accessibles. On aimerait aussi, j'ai aussi vu passer, on fait partie des impatients sur la compatibilité des typos pour les variables. Ça, on l'attend avec impatience. Et ça nous permettra en fait de commencer notre processus de dépréciation parce qu'en fait, je vous ai montré tout à l'heure ce fameux projet avec 20 fichiers de marque, des couleurs additionnelles et des couleurs communes, etc. Là, juste au-dessus, j'ai un projet qui s'appelle Neo 3V4. Neo 3V4, c'est le nom de Neo 3 compatible avec les variables. Et donc, on a déjà bien commencé à simplifier. On n'a plus qu'un seul fichier de fondation. On n'a plus nos fameux 20 fichiers de marque. On a nos composants qui sont toujours là, forcément, et nos assets. Mais vous voyez qu'il reste des fichiers avec les anciennes covers. C'est volontaire, c'est pour qu'on les identifie bien. Donc, il y a les typos. Peut-être qu'on aura une annonce tout à l'heure, on verra.
Et on a ce fichier-là, par exemple, qui a déjà commencé à être déprécié. Ce sont toutes nos ombres et nos effets de focus ou choses du genre qui ont, grâce aux variables et à la simplification des choses, on a tout remonté dans les fondations. Donc celui-là n'est plus utilisé chez nous, mais on sait qu'il est utilisé ailleurs par des projets. Et nous, notre but n'est pas d'être un design system qui est un peu autoritaire et autres. Ce qu'on veut, c'est un design system qui va collaborer avec les gens et qui va surtout leur permettre de migrer en douceur. Et on est convaincu que la migration trop violente peut nous faire beaucoup de mal en termes d'adhésion et de collaboration. De tout ça, qu'est-ce qu'on a appris? En fait, nous, on a appris que investir du temps sur le système, ça a été peut-être on va dire notre meilleure idée dès le début. Ça nous a permis d'économiser beaucoup de temps et de s'adapter. Donc là, pour le coup, aux variables Figma, mais ça pourra être autre chose plus tard. Comme ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais on se le redit, réinventer la roue, c'est, je dirais, pour ainsi dire, jamais une bonne idée. Et pour la suite, je te le laisse tirer parce que tu en as parlé plusieurs fois, je sais que ça te tient à cœur. Oui, alors oui. Alors d'abord, d'abord, je pense que le premier point, et ça c'est vraiment, je le redis, on est des designers, on est des designers first, donc nous, notre motivation c'est le design. Et donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur dans notre métier de designer du côté technique de notre métier. Pour moi, il n'y a aucune opposition entre création, idée, sensibilité et automatisation. On l'a, on l'a vu dans ce qu'on a présenté. Alors d'abord, je remercie Alexia de nous donner l'occasion de présenter un petit peu la partie cachée de notre iceberg, parce que c'est pas les tokens, c'est pas le truc le plus visible et le plus esthétique qui soit au monde. J'espère qu'on n'a pas été trop technique aujourd'hui, mais euh, on voit bien que tout le temps qu'on a investi dans cette automatisation nous permet aujourd'hui d'itérer rapidement, de faire évoluer les choses rapidement. Le dark theme, j'ai vu passer dans les commentaires, le dark theme, on a une version aujourd'hui qui n'est pas exactement celle qu'a présentée tout à l'heure Nico, qui marche un tout petit peu mieux que celle qu'il a présentée. Qu'il a présentée, c'est celle sur laquelle on travaille actuellement, qui va être la nouvelle version. Grâce au token, on va pouvoir aller assez vite sur cette version. On va pouvoir aussi proposer du multimarque sur quasiment toutes nos applications, qu'elles soient internes ou externes. On voit bien qu'en fait, d'avoir cette possibilité technique, pour nous designers, ça nous permet d'itérer plus. Et vu qu'on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on livre quasiment des fichiers techniques aux développeurs, ça leur permet eux aussi de nous suivre plus vite. On ne va pas avoir des trains de retard. Donc pour moi, il n'y a aucune opposition et design, technique, automatisation, tout ça, ça marche tout à fait ensemble. Et c'est pas l'un qui doit, l'un n'est pas le frein à l'autre. Et puis du coup, ben, je pense que moi, je vais me dire merci, puisqu'on arrive à la fin. Et je te rends la main, Yes, Nico. merci à tous. Et de retour, merci beaucoup à tous les deux. Gros clap, 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 clap. Je vois des gens dans le chat, mais comme je disais dans le chat pendant votre intervention, ça me donne le vertige à chaque fois que je vois les pages de vos design systems, des maquettes. Vous travaillez à une échelle que tout le monde ne fait pas et vous le faites depuis longtemps. Donc bravo. Et les gens ont beaucoup de questions. Donc rentrons dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer par la question entre guillemets un peu évidente et puis du coup ça va me permettre de faire un joli, un joli call to action pour vous encourager à rejoindre un nouveau framework, c'est-à-dire le live stream qui est juste après ça, qui est dans une demi-heure à peu près. Aujourd'hui, du coup, comment est-ce que vous gérez tous les tokens qui ne sont pas de la couleur? Alors, j'ai vu pas mal de questions passer sur le token de typo, qui évidemment, wink wink nudge nudge, arrive très 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 prochainement. Mais aussi également tout ce qui va toucher au spacing. Du coup, comment est-ce que vous voulez vous gérer ça aujourd'hui? Alors, j'en ai pas parlé parce que je pense que sinon on aurait été en retard sur la prochaine conférence et je pense qu'elle est plus attendue que la nôtre. Mais en fait, les spacings sont déjà gérés parce que les locales variables le gèrent, donc on les a déjà. Pour ce qui est typo, dans Figma, on est toujours sur l'ancien À l'ancienne, on système, va dire. Oui. pas l'ancienne, sur les styles. Par contre, ils sont déjà, et ce depuis depuis le premier workflow, ils sont déjà gérés pour les
côté technique. Donc, on génère déjà les fichiers, notamment pour le web, les fichiers CSS, avec tous les typos, les réglages d'interligne, d'espacement. Voilà. Ils sont déjà gérés dans notre workflow. En fait, on n'attend plus que Figma là, sur ce coup-là. En gros, tout est déjà prêt côté code, un peu comme vous l'étiez Ben, avant l'arrivée des voilà, variables. Il n'y a plus qu'un. on les a. On Il y a attend plus plus que Figma, je crois qu'on n'est pas les seuls. Est-ce que vous avez des conseils, je rajoute une question par-dessus, pour les gens justement qui attendaient les typos, mais qui peut-être n'étaient pas forcément encore prêts niveau code, qui attendaient peut-être de se lancer sur Figma. Est-ce que vous avez des conseils pour quand ils vont mettre la main dans la pâte? Par quoi commencer? Comment Euh, penser à ça? faire simple, mais je pourrais en dire plus après, une fois que je saurai exactement à quoi ça va Hmm. ressembler. Là, c'est difficile de le dire, mais d'un point de vue technique, j'irais dire faire simple. Les typos, c'est compliqué parce qu'au final, c'est des choses qui sont un peu groupées. Hmm. Mais il y a déjà des exemples dans le W3C Hmm. Community Group dans leur spec, ils ont déjà mis des choses. Donc nous, on est à peu près, nos tokens sont alignés sur eux. J'espère, et je pense, vu que Figma participe au groupe de discussion, que ça devrait marcher. Voilà, on devrait être aligné, j'espère. Suivre les normes, parce que voilà, deuxième conseil, suivre les normes, parce que normalement, on a moins de surprises. Ouais. En général, suivre les normes, voilà, c'est faire. Des fois, faut rester humble, il faut suivre les poissons pilotes. C'est sûr que si Microsoft va dans une direction, il y a plus de chances que les gens le suivent eux que nous. Donc nous, on suit. Voilà. De pas loin, mais on suit. Non, ça me paraît des bons conseils. Puis là, je regardais, tu parlais tout à l'heure effectivement de voir ce que les autres font. Vu que potentiellement ça arriverait très prochainement, je ne dirais rien. Mais j'étais en train de regarder plutôt aujourd'hui le design system Graphite que j'ai mis dans les ressources externes qui détaille pas mal en fait comment enfin, ils déconstruisent, on va dire, les aspects, les différents aspects des tokens de typographie. Et donc, pour tous ceux qui se posaient la question de mais pourquoi est-ce que ça prend tant de temps à arriver alors qu'on a déjà les chiffres et les couleurs, etc. Bah, t'as un peu donné la réponse, Thierry, c'est que c'est assez complexe. C'est du composite et du coup, c'est un niveau de complexité un petit peu plus élevé que juste des couleurs. Merci beaucoup en tout cas. Une autre question sur comment vous gérez les JSON. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a posé un peu la question, je crois qu'on y a un peu répondu pendant le live, sur quel outil enfin, vous utilisez pour visualiser et filtrer ces JSON. Je crois qu'on en a un peu parlé. Et surtout, en fait, qui gère cette partie-là du sujet, enfin, qui en fait édite les fichiers JSON récupérés dans Style Dictionary, enfin par Style Dictionary, pardon. Est-ce que c'est plutôt côté développeur ou designer que ça se gère, ou alors Alors, peut-être que la euh, réponse est ni l'un ni l'autre? Et- au quotidien là, je peux répondre aussi. Je suis désolé, Nico. ouais. J'ai Non, l'impression ça que va. tu ne me parler que de trucs techniques. Là, en fait, princi- aujourd'hui, c'est moi. Donc la réponse, c'est designer. Mais est-ce que je suis vraiment toujours designer? Des fois, je me le demande. Et il y a Julien, notre développeur front chez nous, avec qui j'ai co-construit cet aspect technique sur ces formats de fichiers JSON et autres. Et on les édite tout bêtement dans Visual Studio Code, l'outil de dev de Microsoft, qui est très 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 bien foutu pour ça. Je ne sais pas si on a le temps de partager, mais je pourrais à la limite partager un fichier ou deux. Je peux vous présenter, partager mon écran et regarder ce que ça donne, comment ils sont générés nos- comment sont générés nos tokens ou à quoi ils ressemblent. Si tu veux, je peux le partager avec ça. Pense Si qu'on tu a as le le temps. temps, éventuellement, on peut commencer, c'est pendant que je monte ça en fond, on peut passer à une autre question que je sais, enfin, à laquelle je sais tu pourras répondre, Nicolas. Je l'ai sous la main, donc je peux le Ah bah montrer. alors Puis vas-y, je on t'en prie, revient et vas-y, tu lance, reprends. lance, 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 Voilà, vas-y. je suis prêt. Donc voilà, donc ça c'est un de nos fichiers. Donc ça c'est le fichier de typographie. Donc sans dévoiler tout à l'heure, c'est composite. Donc nous, le composite, on a font family, font size, font height, font spacing, font line 8, paragraph indent et ainsi de suite. Donc on est prêt. Ça, j'en parlerai pas. Ici, vous allez lire un truc qui s'appelle Core. On a encore un niveau de complexité, mais là, on explose le timing si j'ouvre le sujet. Et donc, la valeur est là, est juste réglée là. Si on regarde, on peut regarder peut-être les couleurs, donc les sémantiques, les couleurs sémantiques. Voilà, on retrouve exactement là nos formats de token. Et vous avez ici les éléments qui vont définir le code syntaxe et le scoping des éléments. Donc, c'est codé dedans. Alors, l'outil, c'est Visual Studio Code. Visual Studio Code, il est super bien fait. Donc là, on sait qu'on est dans le texte. Il va vous remonter directement dedans. Vous pouvez ouvrir et fermer.
Vous pouvez filtrer, rechercher. C'est limpide à utiliser. Il y a des systèmes d'auto-formatage. Voilà, J'espère qu'on ne fait pas peur parce que j'ai posé en rigolant la question de shoot designer's code sur le board. Et je non, pense, non, mais alors, pour ceux que ça c'est pas intéresse d'en compliqué, débattre, mais on n'a sans doute pas le temps d'en discuter aujourd'hui, mais pour ceux que ça intéresse, ce qu'on pense faire avec Thierry et Nicolas, c'est de faire une troisième mi-temps de ce live stream et de faire une conversation plus posée. On va aussi vous inviter à participer et on devrait faire ça sans doute fin de la semaine prochaine. Donc on aura l'occasion de débattre de est-ce que les designers doivent coder ou pas à cette occasion-là. non, non, mais moi, je suis Pour pas info, sûr. je ne code pas malgré tout, mais j'arrive à discuter avec Thierry et à même presque leur commander, leur faire des commandes, on va dire. Oh, Euh, et ben, tu nous expliquerais comment tu t'en es arrivé là. Et c'est vrai, donc, parce qu'effectivement, maintenant que moi j'ai le nez un peu dans Figma et dans les variables quotidiennement, effectivement, je vois ça et je ne code pas. Et ça commence quand même un peu à me parler. Je commence à peu près voir ce qui s'y passe, même si ça fait un tout petit peu peur. Non, mais Euh, Il vous faut un Julien, il vous faut un développeur front. Nous, on a un Julien, mais il vous faut un développeur front qui a un esprit design ou un designer qui a un esprit code. Alors là, du coup, ce sera plutôt moi pour faire ce genre de travail. Mais toutes les équipes peuvent en avoir un. Il suffit d'en avoir un peu plus geek que les autres. Je veux dire, c'est pas tout le monde n'est pas obligé d'aller dedans. On peut déléguer ça à un développeur, hein. hum, Honnêtement, pour un designer, j'y vais pas tous les jours et c'est pas très compliqué. Il faut être un peu organisé, mais c'est pas très compliqué. Voilà, je te rends la hum. main. Et non, non, pas de souci. Puis effectivement, je recommande volontiers d'essayer d'identifier autour de vous les développeurs qui ont un peu des affinités design, parce que c'est les meilleurs collaborateurs pour ça et ça va être vos champions. Une question pour toi, Nicolas. Alors, une question un peu à deux parties, mais en gros, le thème général, c'est la gestion du changement, et notamment quand tu migres d'une structure de design system à une autre, et que du coup, tu dois déprécier une ancienne version pour arriver sur une nouvelle. De ton expérience à la fois sur Neo et puis même aussi tes expériences antécédentes, ça ressemble à quoi un processus de dépréciation? C'est quoi les bonnes pratiques? Ça prend combien de temps? Comment est-ce qu'on on encourage les onboarding et l'adoption pour s'assurer que les gens ne sont pas totalement perdus? yes. Eh ben, première chose, c'est prendre son temps. Vouloir déprécier quelque chose en une semaine, je pense, une mauvaise idée dès le début. Il faut prendre vraiment le temps d'accompagner les gens, leur expliquer. Nous, on a aussi, au fur et à mesure, avec Thierry, identifié des designers qui étaient un peu moteurs dans leur périmètre après. Et en fait, on allait les voir en premier, on leur expliquait un peu le pourquoi du comment en fait on dépréciait, parce que le principe de base, c'est quand même d'éviter tout ce genre de dépréciation, mais il y a quand forcément des migrations. Et il faut donc dialoguer et documenter avant tout. Avoir l'idée et se dire je vais faire comme ça, et mettre tel endroit, tel fichier à tel endroit, etc. C'est le début, ok, mais il faut confronter ça avec les gens. Il faut surtout oser aller les voir et peut-être se faire dire que c'est pas forcément la bonne idée et que ça fonctionnera peut-être pas. Il faut y aller avec un esprit ouvert et se dire bon ben d'accord, je vous propose cette solution-là. Si elle fonctionne comme ça, est-ce qu'elle fonctionne, à quel point elle vous embête en fait? C'est un peu jauger et c'est un processus qui est très humain en fait. On peut pas faire ça, je pense, de très loin et se dire voilà la doc, voilà la dépréciation et un peu merci, au revoir.